Il est 13 h, bonjour à tous, merci de votre attention. Tout de suite les titres à la une de l'actualité. Un conseil des ministres s'est tenu hier mercredi au palais présidentiel. Conseil des ministres présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Le projet de loi de finances portant budget de l'État pour l'année 2024 a été adopté par le Conseil. On en parle dans un instant en début de journal. Ouverture ce jeudi matin de la 11e édition de la CGC Academy en présence du vice-président de la République, Tiemokomé Liet-Koné. Les échanges porteront cette année sur la croissance durable des entreprises en Afrique, cap sur la compétitivité. Les participants venus de plusieurs pays africains vont évoquer les pistes de solutions pour la prospérité des entreprises africaines. Aux États-Unis, au moins 22 personnes ont trouvé la mort dans des fusillades dans le Maine, des fusillades qui se sont déroulées dans 2 différents lieux hier mercredi, une salle de bowling et un restaurant. On en parle également dans cette édition. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous. Merci de nous suivre. Nous le disions à l'instant, un conseil des ministres s'est tenu hier mercredi au palais présidentiel. Un conseil des ministres présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Le projet de loi de finances portant budget de l'État pour l'année 2024 a été adopté par le Conseil. Les précisions de Viviane Haïma. Mis en place le 17 octobre dernier, le nouveau gouvernement est d'ores et déjà résolument au travail. Il s'est réuni ce mercredi 25 octobre sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, pour le traditionnel Conseil des ministres. Le point principal à l'ordre du jour de ce conseil, l'adoption du projet de loi de finances portant budget de l'État pour l'année 2024. Pour l'année 2024, la politique budgétaire sera orientée vers l'intensification des efforts de mobilisation des recettes intérieures, la gestion efficiente des charges de fonctionnement de l'État et la maîtrise de l'endettement public en vue de soutenir davantage la transformation structurelle de l'économie et la couverture des besoins sociaux et sécuritaires. Dans cette perspective, le projet de budget de l'État pour l'année 2024 privilégie les investissements dans les secteurs moteurs de la croissance, le renforcement des infrastructures socio-économiques, la consolidation du dispositif sécuritaire et l'accroissement des dépenses en faveur de la réduction de la pauvreté et des disparités sociales, notamment à travers la poursuite de la mise en œuvre du programme social du gouvernement, le PS-Gouv 2021-2025, avec un accent particulier accordé à la jeunesse à travers le programme jeunesse du gouvernement 2023-2025, le PJ-Gouv. Pour garantir l'atteinte de ces objectifs majeurs, le projet de budget de l'année 2024 est structuré en 31 dotations et 134 programmes déclinés au sein des institutions et des ministères. Il s'équilibre globalement en ressources et en charges à 13 720,7 milliards de francs CFA contre 11 694,4 milliards de francs CFA en 2023, soit une progression de 17,3%. Pour la construction de ce budget, nous comptons essentiellement sur les ressources intérieures. Et les ressources intérieures, il y en a de plusieurs sortes. Vous avez les taxes douanières qui font partie donc, de ces ressources intérieures à mobiliser. Vous avez les impôts, les différents impôts, dont notamment l'impôt foncier qui fait partie de ces ressources à mobiliser. Vous avez la TVA qui fait partie de ces ressources à mobiliser. Donc nous avons la possibilité, si nous avons un bon taux de pression fiscale, de pouvoir atteindre nos objectifs en la matière. Mais cela ne peut se faire sans une forme de civisme fiscal des citoyens. Il faut que nous prenions conscience que nous devons payer nos impôts, nous devons payer nos taxes, et c'est essentiellement donc ces ressources-là qui permettent donc de constituer le budget de l'État. C'est vrai, il y a toujours quelques apports extérieurs, mais telles que les choses sont faites aujourd'hui, une grande partie du budget est constituée de nos propres ressources, les ressources donc des partenaires venant, en appui
Mais l'essentiel, c'est nous-mêmes, et nous devons compter sur nous-mêmes, et nous avons la possibilité, nous avons la capacité d'améliorer, donc, je dirais, ces recettes internes si nous nous comportons en citoyens. Si le gouvernement se donne ainsi les moyens pour poursuivre l'ambitieux programme de développement économique et social de la Côte d'Ivoire voulu par le chef de l'État, au cours de ce conseil, le président de la République a transmis des directives fermes au ministre. À la fin du conseil, le chef de l'État a de façon solennelle pris la parole pour donner des précisions sur une lettre circulaire qu'il a adressée à chacun des membres du gouvernement, une lettre nominative que chacun a reçue, afin de rappeler les grands principes de la gestion des ressources publiques, dans le but de rappeler à chacune et à chacun les règles de bonne gouvernance faites d'efficacité, de rigueur et de transparence, règles auxquelles il attache du prix. Transparence et rigueur sont désormais critères déterminants. Et deuxième titre de ce journal, la 11e édition de la CGC Academy s'est ouverte ce jeudi à Abidjan en présence du vice-président de la République, Tiemokom Eliet-Kone. Cette année, les échanges porteront sur le thème suivant, croissance durable des entreprises en Afrique, cap sur la compétitivité. Les participants venus de plusieurs pays africains vont évoquer les pistes de solutions pour la prospérité des entreprises africaines. Et l'autre temps fort sera bien sûr le Business Plan Compétition, un concours qui permettra de désigner le meilleur plan d'affaires des jeunes porteurs de projets en compétition. Je vous invite à suivre un extrait du discours du vice-président à cette cérémonie. En vue d'aider les entreprises à relever les défis de la compétitivité et de la transformation structurelle, les économies africaines doivent bénéficier d'un environnement favorable aux affaires, de formalités administratives simplifiées et d'un système juridique et judiciaire efficient. Elles doivent aussi bénéficier d'un égal accès à des services peu coûteux, tels que l'énergie et les transports, ce qui les aiderait à réduire considérablement les coûts des facteurs de production. Enfin, les entreprises africaines doivent pouvoir bénéficier d'un accès facilité au financement, à des infrastructures économiques modernes telles que les routes, les ports, les réseaux de télécommunications, et j'en passe. Autant d'éléments qui facilite la production et la distribution des biens et services et, partant, le renforcement de la compétitivité des entreprises. Je voudrais assurer le patronat ivoirien et tous ceux qui ont choisi notre pays pour investir de la ferme volonté de l'État de Côte d'Ivoire et de les accompagner en poursuivant les réformes destinées à améliorer l'environnement des affaires. Autant d'efforts consentis en faveur d'une croissance durable, génératrice de richesses, créatrice d'emplois et de revenus pour nos jeunes et nos femmes. À l'instant, Tiemokom Eliet-Kone, vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Et puisqu'on en parle, la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire et ONU Femmes ont décidé de renforcer les capacités des femmes entrepreneurs issues des petites et moyennes entreprises pour faciliter leur accès aux marchés publics et privés. À la Maison de l'Entreprise au Plateau, un cocktail d'opportunités a été organisé pour leur permettre de mieux s'outiller en vue d'aboutir à des contrats d'approvisionnement formels. Constant Kokora, Sephora Zeki. Renforcer le partenariat entre les entreprises dirigées par les femmes et le secteur privé en vue d'aboutir à des contrats d'approvisionnement, c'est l'objectif de la rencontre à laquelle ont pris part une centaine de femmes. Occasion aussi pour elles de comprendre les principes de leur autonomisation et les avantages de l'approvisionnement sensible au genre. Selon Aïssatou Sissé, président de la Commission de l'entrepreneuriat national au patronat ivoirien, cette réflexion a pour but de permettre l'accès d'au moins 60% de femmes aux opportunités du marché. Faire en sorte qu'elles puissent être écoutées, que leurs préoccupations puissent être remontées au niveau de nos décideurs. En outre, un plaidoyer a été fait afin de permettre aux femmes d'avoir une meilleure participation au marché du travail et du développement entrepreneurial. Le point clé, c'est vraiment le soutien des entreprises nées par des femmes.
D'un côté, toute la problématique d'accès au marché, c'est important. Et aujourd'hui, on s'occupe de ça. Organisé dans le cadre du projet d'autonomisation économique des femmes pour un accès à la commande publique et aux chaînes d'approvisionnement, il s'agit en fin de compte de favoriser l'extension des réseaux formels de femmes entrepreneurs en Afrique de l'Ouest. Et puis une triste note dans ce journal, le vice-président de la République, son Excellence Timoko Meïlie-Koné, a pris part à la levée de corps du général Ouassena Koné. C'était hier mercredi à la salle Félix Houphouët-Boigny de Ivo-Septrècheville. Le vice-président représentait pour l'occasion le chef de l'État Alassane Ouattara, la levée de corps du général Gaston Ouassena Koné. Gaston Ouassena Koné qui est décédé à l'âge de 84 ans le mardi 8 août dernier dans une clinique ici à Abidjan. Aboulaye Koné. Parents, amis, cadets de corps d'armée, présidents d'institutions, membres du gouvernement et hommes politiques, tous sont venus dire adieu au général Gaston Ouassena Koné. L'homme multidimensionnel qu'il fut aura marqué son temps, mieux, toute une génération d'Ivoiriens. C'est l'un de ses petits-enfants qui dira l'oraison funèbre. La ponctualité, le travail bien fait, l'équité sont entre autres des valeurs que Papy s'est employé à nous inculquer. Chaque fois qu'il avait l'occasion, il nous parlait de la Côte d'Ivoire, son pays qu'il chérissait tant, du temps de la colonisation, en passant par l'indépendance, le multipartisme, à l'époque, aujourd'hui, avec les nouvelles technologies. Il était intarissable. Pour l'homélie consacrée à l'illustre disparu, le père célébrant a rappelé les valeurs cardinales de l'homme de foi et l'a surtout confié son âme à Dieu. Parce que le général Gaston Ouassena Koné aura servi la Côte d'Ivoire de l'époque de Félix Houphouët-Boigny à celle d'Alassane Ouattara, toute la Côte d'Ivoire était là pour soutenir sa famille biologique. Cette dernière a dit ses remerciements au chef de l'État, représenté par le vice-président de la République. Vous êtes venu non seulement en tant que membre de la famille du général Ouassena Koné, mais aussi pour représenter le chef de l'État, Son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara. Vous avez œuvré auprès du chef de l'État pour que toutes les dispositions soient prises afin que des obsèques dignes, et ce, à la dimension de l'homme, soient organisées en l'honneur de votre frère. Malgré la solennité de l'heure, la cérémonie s'est achevée par un jeu d'alliance pour satisfaire à la tradition en pays Tagbana. Il était soldat, il était homme politique, il était également passionné de littérature. Le général Gaston Ouassena Koné, écrivain romancier, il a écrit plusieurs romans, notamment L'homme qui vécut 3 vies, Aller-retour, L'Empire du gouffre et Pauvre petite orpheline. Gaston Ouassena Koné était aussi un passionné de taekwondo. Reportage Boubacar Silla, Kader Sogodogo. Au-delà de l'homme politique, Feu le général Gaston Ouassena Koné était aussi un homme d'art et de culture. À son actif, 4 romans. L'homme qui vécut 3 vies, sorti en 1976, Aller-retour, suit en 1977, L'Empire du gouffre en 1990 et Pauvre petite orpheline en 2010. Bamoutaga Koulibaly, promoteur culturel, décortique les œuvres du défunt. Ce qui est fort dans l'écriture de Ouassena, c'est que la tradition revient toujours au galop. Pour montrer que nous, Africains, nos valeurs doivent toujours se ressentir dans nos comportements. Et c'est ce qui peut nous permettre d'être nous-mêmes. La société doit se gérer à travers des valeurs. Et ce qu'il les défend dans toutes ses œuvres et la tradition. Le général Gaston Ouassena Koné était aussi un passionné du 7e art. Il a écrit le scénario du film Hold Up à Kossou. Ce film avait pour objet de donner de la valeur à notre gendarmerie, de montrer vraiment la force et la puissance de la gendarmerie. Mais au-delà de ça, c'est un film, le héros et son jeune. Il va lui donner comment un gendarme doit se comporter face à la société, tout ce qui va se dérouler autour de ça. La bravoure de notre gendarmerie. Mais c'est le même ministère, mon pauvre vieux. Ah bon? C'est là-bas alors? Vraiment, si c'est là-bas, ils sont tous des bandits, des crapules, des ouais. Quoi? Ouais, ils sont tous des bandits, des crapules.
Eh bien, bonne opinion de nous. Nous sommes donc aussi des crapules et des bandits puisque c'est notre ministère. Wow, je suis mort. Ça alors là, chef, pardon, je n'ai pas dit ça. Homme de culture, ces actions méritent d'être protégées pour les générations à venir. Gaston Wassena Koné est aussi l'un des pères du taekwondo ivoirien. Ceinture noire, Maître Wassena Koné a largement contribué à vulgariser cet art martial coréen en Côte d'Ivoire. Le général Gaston Wassena Koné est décédé à l'âge de 84 ans, le 8 août 2023. Repos guerrier. Bon repos au général. Une mission d'imprégnation, de partage de bonnes pratiques du Tchad séjourne en ce moment à Abidjan. Elle s'est rendue à l'Observatoire national de l'équité et du genre en vue d'un échange sur son fonctionnement. C'est ce que nous dit Grace Kando. Une délégation de l'Observatoire de la promotion et de l'équité du genre du Tchad en mission d'imprégnation à l'Observatoire national de l'équité et du genre ONEG. Les émissaires tchadiens disent être venus partager les mécanismes et stratégies produits dans le cadre des missions de l'ONEG. L'Observatoire de la Côte d'Ivoire a fortement inspiré la mise en place de l'Observatoire du Tchad. L'Observatoire du Tchad est tout jeune et comme un bébé, nous venons apprendre à marcher auprès de nos partenaires de l'ONEG-CI. Nous sommes venus pour vraiment tirer le maximum de l'expérience ivoirienne. Le Tchad a eu beaucoup de relations de partage d'expérience avec la Côte d'Ivoire et ce n'est ni la première et ni la dernière. Nous allons échanger avec nos frères du Tchad. Ils sont un œil extérieur pour pouvoir aussi juger un peu ce que nous faisons et recevoir les contributions pour améliorer ce que nous sommes en train de faire et partager avec eux ce que nous avons déjà fait. L'Observatoire national de l'équité et du genre assure la veille, l'alerte et l'anticipation en matière d'équité et d'égalité entre hommes et femmes. Madame, Monsieur, sachez également que le gouvernement ivoirien s'est penché sur la question des transferts de fonds et des investissements de la diaspora ivoirienne vers la Côte d'Ivoire en vue de mettre en place des mécanismes de réglementation pour faciliter ces activités. Le ministère des Affaires étrangères de l'intégration africaine de la diaspora a organisé un cadre d'échange et de réflexion en vue de mettre en place ce processus économique avec la participation des acteurs impliqués dans la question. C'était hier mercredi à l'hôtel Tiama, au plateau Marie-Chantal Akandan et Yurika Dongo. C'est une évidence. La diaspora ivoirienne représente un atout considérable, notamment en termes de mobilisation de ressources financières et de collecte d'épargne. Cependant, le déficit de statistiques rend illisibles les capacités de cette diaspora, d'où ces réflexions autour des transferts de fonds et des investissements potentiels par les Ivoiriens vivant à l'étranger. Beaucoup de nos compatriotes se sont expatriés et mènent des activités lucratives, n'est-ce pas, hors du territoire national. Mais une chose est de mener des activités hors du pays, mais une autre est de faire en sorte que les ressources générées à l'extérieur reviennent au pays. Trouver des mécanismes pour faciliter le retour, n'est-ce pas, des fonds qui peuvent aider à la Côte d'Ivoire à son développement. Il est question d'élaborer des bases de données statistiques fiables afin de créer un mécanisme réglementaire traçable et propice à un développement économique de la Côte d'Ivoire. Cet atelier-là est un cadre d'échange, de réflexion, mais aussi de réseautage entre les différents acteurs. Quels sont les enjeux et quels sont les défis qui nous attendent pour mieux capitaliser ces ressources-là? Il y a beaucoup de difficultés, mais nous pensons que la mutualisation des réflexions peut faciliter la capitalisation de ces ressources-là vers le développement de notre pays. Plusieurs appels publics à l'épargne émis par le Trésor sont vulgarisés partout, y compris dans les chancelleries à l'étranger. Le ministère des Finances et du Budget met à disposition des Ivoiriens étrangers la possibilité d'investir dans des titres publics. Nous avons déployé au sein des ambassades des représentants diplomatiques à l'étranger un dispositif de promotion de ces produits-là, un dispositif également d'accueil, de réception, bien sûr, des Ivoiriens qui vivent à l'étranger pour faire donc leur démarche auprès de l'autorité financière. L'assiette de mobilisation est loin d'être négligeable. Les dernières estimations font état d'environ 1 150 000 émigrés ivoiriens
résidant à travers le monde, dont près de 80% d'entre eux résideraient en Afrique de l'Ouest. Selon la Banque mondiale, les flux de transfert de la diaspora ivoirienne vers la Côte d'Ivoire se chiffrent à 360 millions de dollars en 2020. Dans le domaine de la santé, 6 directions départementales ont reçu des véhicules et du matériel médical de la part de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, dans le cadre d'un projet dénommé Résilience qui vise à renforcer la sécurité sanitaire dans le Tchologo et le Bounkani, 2 régions frontalières qui reçoivent un flux de population. Cette remise marque la dernière cérémonie officielle du représentant résident de l'OMS en Côte d'Ivoire. Il a d'ailleurs été décoré par le ministre de la Santé, Didier Nguessan. L'Organisation mondiale de la santé fait don de 6 véhicules pick-up et du matériel médical. Il s'agit des kits de visioconférence, des tables de réanimation pour nouveau-nés, des glaciers de transport de produits sanguins. Ce don est destiné au district sanitaire du Bounkani et du Tchologo, au bénéfice des départements de Teini, Ouangolodougou, Doropo, Nasiankong et Feke. Ici, les efforts du gouvernement de la Côte d'Ivoire à travers votre département ministériel ont permis le contrôle à temps de la récente pandémie à Covid-19 et le renforcement des capacités nationales à la riposte. Des défis importants persistent, notamment dans les régions sanitaires du Tchologo et du Bounkani. Ces dons contribueront à la préparation et à la détection et aussi à la réponse aux événements de santé publique dans ces 2 régions. D'un montant de 304 millions de francs CFA, ce dont renforce la sécurité sanitaire dans les districts bénéficiaires. Les acquis de cet accompagnement multiforme sont indéniables. L'éradication du tétanos néonatal, de la poliomyélite dans notre pays et récemment le contrôle de la Covid, pour ne citer que ces exemples. Certes, des défis nombreux restent encore sur le chemin qui mène à la santé pour tous, dont le défi de la gouvernance, mais nous sommes convaincus qu'ensemble, nous allons relever ces défis. Je mettrai un point d'honneur au suivi de la bonne utilisation des équipements qui nous ont été livrés pour améliorer les performances de notre système de santé. Après environ 7 ans de mission en Côte d'Ivoire, le représentant résident de l'OMS est en fin de mission. Le ministère de la Santé lui a rendu un hommage pour sa contribution au renforcement du système de santé. Pierre Demba a distingué Dr Jean-Marie Vianney Yameogo au rang de commandeur de l'ordre du mérite de la santé. Le récipiendaire va déposer ses valises au Sénégal, toujours au service de la santé. Un reportage de Didier Nguessan. On continue de parler de santé dans cette édition. Direction cette fois la région de San Pedro, précisément dans la sous-préfecture de Grand Bérébi, où 100 femmes du monde rural ont bénéficié de soins. Une ONG belge dénommée ONG Revivre, en partenariat avec la société agro-industrielle de Palmiers et DVA, a opéré gratuitement les femmes qui souffrent d'affections gynéco-obstétricales. L'ONG Revivre, qui séjourne en Côte d'Ivoire pour la 3e fois, a déjà opéré plus de 300 patients. C'est ce que nous dit Sam Conan, notre correspondant permanent dans le Bassa-Central. Elles sont venues de toutes les localités de la région de San Pedro pour bénéficier de prise en charge gratuite de l'ONG belge Revivre au centre de santé de la SOGB, dans la sous-préfecture de Grand Bérébi. Elles, ce sont ces mamans souffrant essentiellement d'affections gynéco-obstétricales. La femme que vous voyez, elle vient d'être opérée, elle souffrait des fibromes qui la faisaient saigner et qui l'anémiaient. Je remercie vraiment les Blancs qui sont arrivés. En général, quand ils viennent comme ça, on renforce le plateau technique, là, on l'adapte effectivement aux indications opératoires. Donc les petites choses qui manquaient, qu'on devrait faire pour que la mission se passe bien, ça a été fait. Grâce à un partenariat entre la société agro-industrielle et l'ONG Revivre, une centaine de femmes a subi une intervention chirurgicale gratuite de la part des médecins belges. Ici, ce sont surtout des myomes sur l'utérus qui sont très très grands. Les femmes ont beaucoup de problèmes avec ça en Afrique. On a fait, je crois, 4 hystérectomies, 2 ou 3 myomectomies, une césarienne, nodule dans le sein et une corrélation du col de la matrice. Une cystoseule, c'est une descente de la vessie. Nous avons fait venir cette ONG pour prendre en charge les personnes qui n'ont pas de moyens pour subir des interventions chirurgicales totalement gratuites. Et donc tous ces faits-là, c'est pour matérialiser en fait le partenariat que nous avons avec ces villages-là.
Depuis 2022, ce sont près de 300 personnes qui ont été opérées gratuitement d'hernie, de fibromes ou qui ont subi une césarienne dans la région de San Pedro. Retour à Abidjan pour parler cette fois de lutte contre la drogue. Les locaux de l'INFAS, situés à Cocody, ont récemment abrité une rencontre de formation et d'information sur les questions de la drogue, des formations à l'endroit des acteurs du système éducatif, portant notamment sur la circulation de la drogue dans les établissements scolaires, des écoles sans drogue. C'est l'objectif que vise cette activité initiée par l'ONG Stop Addiction. Serge Pacomdidi, Didier Nguessan. Enseignants, professionnels de la santé, religieux, responsables d'ONG, leaders communautaires, ils sont formés sur les questions de drogue et de leur circulation dans les écoles. L'environnement juridique de la lutte contre la drogue en Côte d'Ivoire, les mesures préventives, la prise en charge sont autant d'aspects évoqués lors de cette formation initiée par l'ONG Stop Addiction. La lutte contre les drogues ne doit pas être vue comme la chasse gardée de certaines personnes, de certaines institutions. C'est vrai qu'il y a des prises en charge, il y a des interventions qui doivent être faites par des spécialistes, mais toute la société, tout le monde doit s'engager à combattre les drogues. Il faut que nos familles acceptent de se réapproprier l'éducation de leurs enfants et que nous, structures étatiques qui avons un rôle important, certes, à jouer, nous puissions venir, accompagner ces familles-là dans ce qu'elles font. École sans drogue, c'est autour de ce thème que se tient cette activité dont l'objectif majeur est de mettre à contribution les participants dans la lutte contre la circulation des drogues en milieu scolaire. Cela en leur donnant les rudiments nécessaires pour mener à bien cette lutte sur le terrain. On voit les drogues habituelles, mais aussi on voit de nouvelles formes. Souvent c'est des produits pharmaceutiques, souvent c'est des canettes dont on ne connaît pas l'origine. Souvent vous voyez un jeune en train de boire de la sucrerie alors que ce n'est pas de la sucrerie. Et vraiment, ce phénomène nous inquiète. C'est pour cela que nous sommes à cet atelier-là, pour ce renforcement des capacités. La drogue est un problème de société. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est la jeunesse qui est indexée. Mais il faut savoir que les jeunes ne sont pas les importateurs de drogue. Donc il y a absolument des problèmes sous-jacents à pouvoir régler. Cette rencontre d'information fait partie d'une longue série de formations initiées depuis quelques années avec le soutien de la Croix-Bleue. Les adultes, les acteurs du système éducatif sont la cible de cette formation afin d'aider ces adolescents en proie à la consommation de la drogue. Et dans le domaine de la planification, le Bureau national de la prospective et de la veille stratégique forme les acteurs de ce mécanisme nommé les veilleurs. Leur rôle sera de collecter les données et de les mettre à la disposition des décideurs. Les détails avec Mahama Traoré. Le mécanisme institutionnel de veille stratégique a pour vocation de suivre et de mettre en œuvre les résultats de la 4e étude nationale prospective adoptée en 2015 par le gouvernement. Depuis Yamoussoukro, ces décideurs locaux voient leur capacité renforcée en veille stratégique et en intelligence économique. Une initiative du Bureau national de la prospective et de la veille stratégique. Beaucoup d'enseignements, pas seulement en veille stratégique, mais surtout en matière de gestion de l'information. L'intelligence économique est un outil d'aide à la décision. Je vais jouer mon rôle de décideur dans le dispositif de veille stratégique en allant chercher les informations qui permettront au district de mieux participer au développement du district en impliquant la veille stratégique et l'intelligence économique. Il est capital dans ce monde de pouvoir maîtriser l'information. Et maîtriser l'information, c'est pouvoir mieux anticiper en collectant les informations qui vous permettent d'être avertis à l'avance sur ce qui va se passer, de pouvoir s'y préparer et de pouvoir répondre le mieux possible, de trouver les meilleures réponses, les meilleures attitudes et décisions. Cette formation des décideurs du mécanisme institutionnel de veille stratégique intervient après celle des veilleurs et des curateurs.
Et dans l'actualité internationale aux États-Unis, au moins 22 personnes ont trouvé la mort dans des fusillades dans le Maine, dans le nord-est des États-Unis. Les fusillades se sont déroulées dans 2 lieux différents, une salle de bowling et un restaurant. La police a identifié le tireur présumé décrit comme armé et dangereux. Et toujours dans l'actualité internationale, le conflit opposant Israël au Hamas. Le Conseil de sécurité est toujours divisé sur la question de la guerre entre Israël et le Hamas après les États-Unis qui ont opposé leur veto à une résolution sur le positionnement du Conseil. La semaine dernière, ce sont la Russie et la Chine qui ont opposé leur veto, donc paralysant à nouveau l'instance exécutive de l'ONU. Devant ces blocages, les pays arabes ont saisi l'Assemblée générale et ses 193 membres pour que la communauté internationale puisse à son tour s'exprimer. Merci de nous avoir suivis. Ce journal est terminé. Bon début donc d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.